américain David Jacobson est arrivé en République fédérale allemande après 17 mois de détention au Liban. L'Iran aurait joué un rôle important dans cette libération. Présentation du projet de réforme hospitalière, rétablissement du secteur privé à l'hôpital public et réorganisation des hôpitaux en service. Les sorciers de la vie, ce soir à 22h20 sur Antenne 2, première de la série des 4 émissions sur les recherches et pratiques scientifiques actuelles. Aujourd'hui, lundi 3 novembre 1986, les otages français du Liban, Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2, ainsi que Camille Sontag, n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Pour les otages français, rien de nouveau. Mais pour l'un des otages américains, David Jacobson, 55 ans, libéré hier matin, rien n'est plus beau dans la vie que la liberté. David Jacobson est arrivé en fin de matinée en provenance de Chypre, à la base américaine de Wiesbaden, en République fédérale allemande. C'était la fin de 17 mois de détention au Liban. Commentaire Philippe Rochaud. Un avant-goût d'Amérique pour David Jacobson, la base de Wiesbaden en Allemagne fédérale, où il subit actuellement des examens médicaux et attend sa famille de Californie pour des retrouvailles qu'on espérait depuis 17 mois. 17 mois de détention pour David Jacobson, qui descend d'avion aux côtés du médiateur Terry Waite, l'homme qui l'a tiré de sa prison du Liban et qui lui aurait même rendu visite à Noël dernier pendant sa détention. Les yeux rougis par la fatigue et l'émotion, légèrement amaigri, David Jacobson a été jugé en bonne condition physique. Sa pensée, il l'a dit, va vers les otages restés au Liban et surtout vers le journaliste américain Terry Anderson, son compagnon de détention, qui, dit-il, est en bonne santé et garde espoir. Mais il n'a pu donner de nouvelles des otages français. Le père et la mère de David Jacobson, dans leur maison de Californie, sont trop émus pour parler. Les frères et sœurs de David Jacobson ont suivi sans y croire sa libération à la télévision avant de partir le rejoindre à Wiesbaden. Sa fille et son fils également. Tous deux se sont mariés pendant la détention de leur père, mais depuis sa cellule, ils ne le savaient pas. Nous ne voulons pas que l'on fête le retour de mon père et qu'on oublie les autres otages, car ils ont aussi une famille et tant qu'ils ne seront pas libres, mon père ne pourra pas se sentir libre. Aux États-Unis, le président Ronald Reagan a exprimé sa gratitude personnelle aux différentes parties et intermédiaires qui ont aidé à cette libération. Le président américain n'a cependant divulgué aucun autre détail pour ne pas mettre la vie des otages, toujours au Liban, en danger. Le journal Washington Post affirmait ce matin que l'Iran avait joué un rôle important pour la libération de David Jacobson. La Syrie fait maintenant office de principal accusé. À Washington, pour Antenne 2, Jacques Abouchard. Dans Reagan, l'oreille du président, son confident, il a surpris tout le monde hier par la vigueur de son propos anti-syrien. Une action militaire contre la Syrie, elle n'est pas envisagée actuellement, mais c'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter dans l'avenir. Indiscutablement, Damas est dans le rouge pour Washington. La rupture avec la Grande-Bretagne, les accusations de terrorisme lancées par Londres ont beaucoup terni l'image du régime Assad. La Syrie n'a d'ailleurs joué qu'un rôle minime, négligeable, dans la libération de M. Jacobson, a encore déclaré Donald Reagan. Alors quel est l'intermédiaire privilégié? L'Iran peut-être? Larry Speakes est resté muet sur ce point. Il a également refusé de répondre à la question qui est dans tous les esprits. Y a-t-il eu des contacts directs entre Washington et le djihad islamique? Question sacrilège vue de la Maison-Blanche. La doctrine ici est qu'on ne discute pas avec les terroristes. Je cite encore Donald Reagan. Nous n'avons fait aucune concession ni cédé à aucune exigence. Pourtant, David Jacobson est libre et il ne fait aucun doute que sa libération est le fruit d'un marchandage. Alors on répète donc aux États-Unis que l'on ne cède pas aux ravisseurs, que l'on ne change pas d'attitude. Il y a cependant un changement perceptible au Moyen-Orient. Pour la première fois, la porte de sortie pour un otage occidental n'a pas été celle de Damas et des Syriens. À Damas pour Antenne 2, correspondance téléphonique de Pierre Serra. La presse et la télévision de Damas n'ont pas mentionné la libération de l'otage américain, probablement pour montrer que la Syrie n'est pas concernée par cette affaire et pour aussi couper court à l'étonnement que l'on manifeste un peu partout du fait que la libération de M. Jacobson soit intervenue à Beyrouth et non pas à Damas. Pour ce qui est de la libération éventuelle d'otages français, par contre,
Il semble qu'elle ne soit pas liée au sort des otages américains et que les Syriens tentent de contrôler l'affaire et aimeraient la voir résolue avant le 10 novembre, date à laquelle la communauté européenne doit statuer sur d'éventuelles sanctions contre Damas. Mais c'est tout de même un test pour le pouvoir syrien que cette libération. Tout le monde ici s'accorde à penser que le régime a besoin d'obtenir un résultat concret qui le dédouanerait un tant soit peu face à l'opinion européenne en général et française en particulier. La libération de David Jacobsen ne devrait pas avoir d'incidence sur la consultation électorale aux États-Unis demain. Les citoyens américains sont invités à élire un tiers des membres du Sénat, 36 gouverneurs, à renouveler les 435 représentants de la Chambre, ainsi que des milliers de responsables locaux. La bataille entre démocrates et républicains fut très vive. Plusieurs personnalités sont en lice. On retrouve ainsi des Kennedy, des représentants de la nouvelle génération Kennedy. Reportage aux États-Unis de notre correspondant Jean-Claude Paris. Joseph Kennedy et sa sœur Kathleen Townsend Kennedy sont les deux aînés de Bob et Ethel qui ont eu au total 11 enfants. Ils avaient 16 et 17 ans le jour où leur père a été assassiné. Ils venaient de remporter les primaires de Californie. Il avait alors toutes les chances d'être élu président en 1968. Joe et Kathleen avaient respectivement 12 et 13 ans quand leur oncle, le président John Fitzgerald Kennedy, a été abattu à Dallas le 22 novembre 1963. Le jour de sa candidature au poste de député, Joe Kennedy Jr. s'est sans doute rappelé de ce que lui avait écrit son père à ce moment. « N'oublie pas d'être gentil avec tous ceux qui ont eu moins de chance que nous. » Je veux me présenter au Congrès des États-Unis pour défendre les droits des pauvres et des familles de travailleurs ordinaires dans la 8e circonscription. Joe est candidat à Boston dans une circonscription traditionnellement démocrate où il est sûr d'être élu. Son nom et ses nombreux cousins, comme il le reconnaît lui-même avec humour, l'ont aidé à financer sa campagne. Le cas est différent pour Kathleen Townsend, qui se présente dans le Maryland, où elle habite avec son mari depuis 2 ans. À ceux qui lui reprochent d'avoir été parachutés, elle répond que les républicains sont les derniers à pouvoir reprocher à une femme d'avoir suivi son mari. Les sondages pour l'instant lui sont défavorables, et son nom ne suffira sans doute pas à la faire gagner. D'ailleurs, durant sa campagne, elle s'en est servie avec modération, se faisant appeler tantôt Townsend Kennedy. En faisant campagne porte à porte, j'ai réalisé qu'il y a une grande affection pour ma famille. Mais à mon avis, ce qu'il y a d'important dans ma campagne, c'est ce que je peux faire, mes idées, mon caractère. C'est certain que Joe était aidé à Boston. Kathleen, par contre, a fait un pas en avance dans un territoire où ça ne comptait pas beaucoup. Et ce n'est pas à cause de ça que Kathleen va gagner ou perdre. C'est simplement que les campagnes électorales sont différentes. Quant à savoir si un jour il y aura un autre Kennedy à la Maison-Blanche, cela dépend de la façon dont Joe va remplir son mandat de congressman. Son nom ne peut pas lui faire de mal, mais au fur et à mesure que le temps passe, le souvenir de son père et de son oncle John Fitzgerald Kennedy président s'estompe dans la mémoire des Américains. Madame Michèle Barzac, ministre déléguée à la Santé, présentait aujourd'hui son projet de réforme hospitalière avec 2 idées principales. Le rétablissement du secteur privé au sein des hôpitaux publics. Ce secteur privé devait théoriquement disparaître à la fin de l'année. Et le renforcement de la position des chefs de service, désormais nommés par le ministre. Madame Barzac parle de souplesse et de pragmatisme pour son projet, en indiquant qu'elle veut éviter les dérapages éventuels qu'entraîne parfois la présence de la clientèle privée dans un hôpital. Explication, Lucie Soboul. Première disposition, l'organisation des hôpitaux publics. Le service redevient l'unité de base. Les départements mis en place par la gauche et qui regroupaient plusieurs services pourront se maintenir si les médecins le souhaitent. Innovation importante, le chef de service est nommé par le ministre de la Santé, mais pour 5 ans, renouvelable. Au terme de ce mandat, un rapport examine son activité. Enfin, il pourra déléguer à d'autres médecins la responsabilité d'un travail particulier au sein du service. Deuxième disposition, le privé à l'hôpital. Tous les médecins pourront à nouveau exercer une activité privée à l'hôpital, mais aucun lit ne sera exclusivement affecté au secteur privé. Pour éviter les abus, des verrous sont mis en place. Ce secteur privé devra être limité. Des commissions locales et nationales contrôleront l'activité libérale. Des sanctions pourront être appliquées contre les médecins qui ne respecteraient pas ces règles. Troisième disposition, les établissements privés. Les cliniques privées pourront désormais se regrouper.
il faut créer des passerelles entre l'hôpital et l'extérieur. Le secteur d'activité libérale est une passerelle, il y en a d'autres. Il y a le temps partiel, il y a les contrats statutaires à durée déterminée. C'est une demande des malades. Beaucoup de malades souhaitent avoir un certain type de relation avec un médecin qui est toujours le même. Et puis, c'est aussi une nécessité pour les médecins. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit une hémorragie médicale considérable, et notamment dans les hôpitaux généraux. Pour exemple, 1800 postes à pourvoir cette année, 600 seulement ont été pourvus. Les médecins fuient l'hôpital et il faut, pour qu'ils y restent, que l'hôpital soit un tout. Le secteur d'activité libérale est une des solutions, bien sûr avec les nécessités que nous avons prises, qui sont celles de mesures d'accompagnement pour éviter tous les effets pervers qui ont été dénoncés dans les années précédentes. Le Parti socialiste s'est déclaré hostile au projet de Mme Barzac, le qualifiant de formidable retour en arrière au seul profit de la partie la plus conservatrice de la hiérarchie hospitalière. Fin de citation. Le secteur privé dans un hôpital, alors nous avons voulu, avec Pierre Ly et Claude Barnier, constater dans un hôpital de province ce que cela signifiait. Le gouvernement de 81 avait programmé pour fin 86 la disparition de la clientèle privée à l'hôpital public. Suppression qui se serait traduite par une baisse importante de revenus pour beaucoup de médecins de haut niveau. Disons, le gain d'argent doit tourner autour de 45 000, 50 000 francs. Alors que vous auriez combien en tant que chef de service sans clientèle privée? Actuellement, avec l'ancienneté, eh bien, j'arrive exactement à 20 000 francs. S'il n'avait plus que cela, ce professeur quitterait l'hôpital. Par voie de conséquence, la formation des médecins en souffrirait. Jusqu'à un nouvel ordre, les étudiants en médecine apprennent leur métier dans les hôpitaux publics et non pas à l'extérieur de l'hôpital public. Or, si on fait cet enseignement avec des médecins au rabais, les médecins seront plus mal formés, et dans 10, 12, 15 ans, on aura un enseignement de médecine qui sera fait au rabais, on aura de mauvais médecins, il faut bien le dire. En moyenne, un médecin hospitalier sur 5 a une clientèle privée. À Colmar, on en trouve 1 sur 3, ce qui n'empêche pas d'assurer des soins convenables pour tous. Mais si cet hôpital de province tient à garder un secteur libéral, c'est surtout pour répondre à la demande d'une clientèle. Pas forcément les plus riches, plutôt des Français moyens. Je suis à la sécurité sociale, comme vous. J'ai une caisse complémentaire, je paye la meilleure classe. On verra la suite. Et pour une hospitalisation, qu'est-ce que vous recherchez avant tout? Les gens compétents, c'est comme dans tout métier. Moi, je suis pour les gens compétents. Confronté à cette demande, le directeur de l'hôpital devient philosophe. J'avais une religion, une sorte d'éthique au début de la carrière. Étant agent du service public, j'excluais que l'on ait une activité, qu'il soit de nature privée. À force de fréquenter des situations particulières, de voir la demande des malades, des consultants dans des zones très diverses, j'ai de moins en moins de religion. Religion ou pas, il faut constater que le secteur privé, à l'hôpital public, répond à une demande. Autant l'admettre et définir des règles. Voilà aujourd'hui l'une des intentions de Mme Barzac. Près de l'usine de la Régie Renault, à Boulogne-Billancourt, un homme de 36 ans, Laurent Gabaroum, cadre supérieur à la direction des personnels, est en grève de la faim. De nationalité française, mais né au Tchad, Laurent Gabaroum s'estime licencié sur des critères de racisme. On lui a proposé un retour au pays. Reportage Alain Doubeski. Place Birakem à Boulogne-Billancourt, Laurent Gabaroum poursuit une grève de la faim. Pour le siège et l'usine de Billancourt, 539 personnes ont été placées en congé de conversion, dont 28 cadres. Monsieur Gabaroum en fait partie. Français depuis 2 générations, parmi ses diplômes, un doctorat en sciences politiques. Il qualifie de grotesque l'allocation d'aide au retour qui lui a été proposée. La direction de la Régie Renault, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, affirme lui avoir fait d'autres propositions. Il aurait tout refusé. M. Gabaroum prétend le contraire. La seule proposition qui m'a été faite, c'était d'accepter l'allocation d'aide au retour accordée aux immigrés. Et on m'a fait comprendre qu'avec la gueule que j'avais, j'aurais mieux fait d'accepter cette solution, cette opportunité qui s'offrait à moi. Et on m'a encore ajouté que la poule n'a jamais pondu d'œufs noirs. Quelle fonction occupez-vous à la régie? J'avais mis en place un système informatisé de gestion
des postes vacants dans tout le groupe pour les ingénieurs et cadres. Donc vous connaissez bien les postes vacants. À votre avis, il y en avait un qui aurait pu vous être destiné? Il y en avait même plusieurs, mais dans mon cas précis, on m'a interdit de me porter candidat sur ces postes disponibles. La CGT soutient par sa présence le gréviste de la faim. La mise en congé et conversion de plusieurs centaines d'ouvriers de l'usine Billancourt et de cadres du siège social, tel Laurent Gabaroum, est interprétée par la centrale ouvrière comme un pas de plus vers la suppression de cette usine. Le ministre de la Justice, M. Albin Chalandon, a choisi de ne pas tenir compte des réserves formulées notamment par Mme Barzac, Simone Veil et Monique Pelletier sur son plan de lutte contre la drogue. Le garde des Sceaux ne tient pas non plus compte des critiques de la quasi-totalité des spécialistes. Son projet de loi anti-drogue prévoit la possibilité de faire placer en traitement d'office tout usager de la drogue sur demande de la justice ou d'un parent. Explication Emmanuel Vanier. Cet article 3 est calqué sur la loi concernant les malades mentaux. Si la loi Chalandon est votée, tous les drogués de plus de 18 ans, atteints d'une altération grave de leur santé physique ou morale, ou présentant du fait du même usage un danger grave pour autrui, pourront être placés dans un établissement spécialisé, comme celui-ci, par exemple. C'est le tribunal de grande instance qui prendra la décision du placement d'office, à la demande de la famille, parents, enfants ou conjoints, du tuteur ou du procureur de la République. Après expertise médicale, le drogué sera interné pour une durée de 3 mois renouvelable. Mais en cas d'urgence, le président du tribunal pourra décider le placement provisoire de l'intéressé dans un établissement agréé. Cela pour une durée maximum de 7 jours, dans l'attente de l'expertise médicale. Des mesures déjà expérimentées dans des hôpitaux américains, presque à chaque fois l'échec. Eh bien, le plus célèbre d'entre eux est l'hôpital de Lexington, au Texas, qui a été fermé et transformé parce que justement il y avait 95% d'échecs. Les gens sortaient et dans la rue principale, il y avait les trafiquants qui les attendaient à la sortie. C'est un échec. Et pourquoi ? Mais parce que c'est rien comprendre à la structure des toxicomanes. Le toxicomane a une partie malade et il y a une partie non malade. La partie malade, c'est sa personnalité. Il faut traiter la personnalité. Si on ne la traite pas, on ne le guérira pas. Et la partie non malade, c'est le souvenir du plaisir du produit. Donc la solution du problème, c'est un très long travail orthopédique de transformation de la personnalité, d'acceptation de la loi, mais à travers toute la rééducation des gens. Alors si on le fait forcer, il fera ce qu'il a l'habitude de faire quand il est toxicomane. Il trichera. Il fera semblant d'être guéri. Par ces mesures, Albin Chalandon veut donner les moyens aux familles et le pouvoir aux juges de contraindre les toxicomanes à se désintoxiquer. Je crois qu'il s'agit d'une possibilité supplémentaire qui présente toutes les garanties quant à la liberté individuelle au moment du jugement de la décision et postérieurement à la décision et qui offre aux familles en désarroi un moyen d'action qui n'existait pas jusqu'à présent. Le projet Chalandon devrait être présenté début décembre au Conseil des ministres. Le débat qu'il provoque déjà pourrait amener le ministre de la Justice à modifier son texte. Au premier tour de l'élection cantonale partielle de la Seine-sur-Mer, hier, le candidat du Parti communiste arrive en tête avec plus de 40% des voix. Il devance le maire de la Seine, M. Maurice Caglia, UDF, soutenu par le RPR, qui avait démissionné de son mandat de conseiller général pour s'opposer à la politique gouvernementale dans les chantiers navals. Dans sa lettre mensuelle Faits et arguments, l'ancien Premier ministre Raymond Barre parle de ses préoccupations. L'expérience qui se déroule sous nos yeux est, selon M. Barre, au milieu d'une complaisance ou d'une indifférence quasi générale, en train de miner insidieusement les institutions. Près de Lyon, à Chassieux, se tient pour la première fois en province Mairie Expo, une manière de salon-exposition de tout ce qu'un maire ou d'une commune grande ou petite peut rêver sans peut-être jamais avoir osé le demander. Ça ressemble à un supermarché avec bien évidemment une cohabitation dans la clientèle. Reportage à Mairie Expo, Olivier Lerner, Claude Barnier. Le SICOB pour les branchés de l'informatique, les entretiens du Bichat pour les médecins et Mairie Expo pour les 517 000 élus, un Français sur 100. Le supermarché de l'équipement communal rassemble tout ce qu'un maire peut souhaiter pour sa commune. Et en plus, il rassemble les hommes politiques, toutes tendances confondues. Qu'est-ce que ça fait de suivre cette exposition derrière M. Pasqua? Pas derrière, à côté. Non, mais c'est bien. Bien que le ministre de l'Intérieur soit déplacé parce que...
Raymond Joie, le maire de Chassieux, 7000 habitants. Il est venu ici pour passer commande d'une simple photocopieuse, mais il rêve d'équiper sa petite ville des derniers gadgets que l'on trouve sur ce marché bien particulier. Voilà un bon gadget. Ça peut permettre de solutionner les problèmes d'interdiction de voirie. Et je crois que ça aurait marché. Je suis preneur. Cette superbe plaque d'égout personnalisée à Monaco, elle fait merveille sur le circuit. Mais pour le maire de Chassieux, c'est hors de prix. Alors on cherche, on s'interroge, et pendant ce temps-là, Philippe de Villiers reçoit. J'ai choisi pour être à Mairie Expo un bureau qui soit un bureau de la tradition, de la continuité même, puisque c'est le bureau de Malraux, avec des œuvres connues comme l'œuvre de Sisley, comme Géricault, et des œuvres contemporaines plus proches de nous comme Chessac ou la tapisserie qui est derrière moi, et puis les écrans de l'an 2000. Les murs d'écran sont pour l'instant réservés aux ministres et si les mairies s'informatisent, le stylo est toujours bien utile. Sa fonction est de ne jamais s'effacer. Au bout de dizaines d'années, l'écriture est encore présente, parfaitement indélébile. Et puis alors voilà notre toute dernière nouveauté, c'est un crayon qui est particulièrement utilisé pour les élections. On peut l'écrire avec et on peut effacer immédiatement, ce qui permet d'être très efficace. Je prends les deux. Voilà, ils sont pour vous. Aujourd'hui, à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, on a cherché à savoir par quel cheminement la France avait été prévenue de l'incendie dans l'usine de produits chimiques Sandoz dans la nuit de samedi à dimanche. Il apparaît que la préfecture du Haut-Rhin fut alertée plus de 5 heures après le début de l'incendie. Enquête Pascal Deschamps. L'entrepôt de l'usine Sandoz à Bâle, 3 jours après l'accident. Ici, on continue de fouiller les décombres pour comprendre comment le feu a bien pu se déclarer. De part et d'autre du Rhin, ce soir, c'est l'attente sur fond de polémique. Les analyses de l'eau, de l'air et des légumes prélevés samedi sont pour le moment rassurantes. Alors on cherche à savoir maintenant pourquoi l'alerte n'a pas été donnée en même temps des deux côtés de la frontière. Côté suisse, on est formel. Le chef du canton de Bâle nous a affirmé que Français et Allemands avaient été prévenus sans délai. Et il ne comprend pas pourquoi, en France, l'information a mal circulé. Côté français, on s'étonne. La préfecture n'a été prévenue que 5 heures plus tard. En fait, les brigades fluviales suisses, intriguées par la couleur que prenaient les eaux du Rhin, ont bien alerté rapidement leurs collègues français. Mais à ce moment-là, il n'était pas question de nuages toxiques. Ce n'est qu'à 4 heures qu'un douanier suisse venait en courant, son masque à gaz à la main, avertir les douaniers français. Et ce sont eux qui ont finalement alerté les autorités du département. Alors pourquoi les autorités suisses ne les ont-elles pas prévenues directement ? Non, il n'y a pas d'accord, les relations sont excellentes sur le plan politique et économique, mais il n'y a pas d'accord entre les services techniques de Bâle et les services techniques français. Qui les obligerait ? Qui les obligerait à intervenir, ou du moins à nous informer des événements tels cet incendie ou d'une catastrophe qui pourrait intervenir. Un vide juridique pour le moins alarmant dans une région à risque. C'est la 2e concentration d'usines chimiques au monde et c'est le 6e accident en moins de 4 ans. Le pipeline Méditerranée-Rhône est de nouveau en service après la fuite d'une centaine de mètres cubes de supercarburant ce matin à Valence dans la Drôme. Ici, la fuite de carburant s'est produite vers 4 heures du matin. À l'origine, une rupture d'une petite vanne. Des sondages seront effectués demain afin de savoir quelle est la quantité de carburant infiltré dans le sol. Le système de régulation automatique prévu en cas d'incident semble avoir parfaitement fonctionné. Nous avons appris en fin d'après-midi qu'au Mozambique, le nouveau président s'appelle M. Joaquim Chissano. Il succède à Samora Machel, décédé récemment dans un accident d'avion. Il était ministre des Affaires étrangères. M. Chissano est âgé de 47 ans. L'aide internationale humanitaire fut l'objet d'une série de reportages réalisés par Dominique Torres et Frédéric Vassor que nous avons proposé la semaine passée. Alors, problème essentiel pour cette aide, nous l'avons évoqué, les moyens de transport. Et c'est là qu'il convenait de rendre hommage à la fin de cette série au travail effectué par Aviation sans frontières. 2 casquettes pour Zoltan Kovac, 2 casquettes de pilote. Boeing 727 ou Airbus A310, il vole sur Rome ou sur Francfort, ça c'est son métier. Cessna 206 ou Britann Norman, il vole au Mali, au Tchad, au Soudan, ça c'est sa vocation. Aviation sans frontières, ils sont aujourd'hui plus d'1 millier, pilotes et techniciens de l'aéronautique, à partir sur le terrain, transporter blessés, vivres, médicaments, partout où il y a la guerre, la famine, la misère.
C'est pas très tranquille comme retraite, tout ça, hein? Si. Ça permet de changer un petit peu ses habitudes et puis quand on passe à la retraite, c'est fini, on arrête. Alors ça nous permet de continuer un petit peu, nous. De garder une activité aéronautique. Action de longue durée dans des pays sinistrés ou dépannage au coup par coup, Aviation sans frontières vole pour une quarantaine d'organisations humanitaires, aujourd'hui pour Médecins sans frontières Belgique. Nous collaborons avec toute association qui a besoin effectivement de transport. Ça se passe essentiellement en Afrique, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est là que les problèmes d'une part humains se posent et d'autre part les problèmes de liaison sont les plus complexes. Ici, 1 heure d'avion, ça représente en gros une journée de route. C'est délimité par 2 draps blancs. Cameroun, Somalie, Tchad ou au Soudan, Aviation sans frontières peut décoller au quart de tour. Il possède plusieurs avions et les compagnies aériennes acceptent très souvent de louer leurs appareils. Atterrissage dans un camp de réfugiés dans le Darfour. Ici, 12 médecins et infirmières s'occupent depuis plus d'1 an d'un camp qui compte 23 000 réfugiés du Tchad. Beaucoup de femmes et d'enfants qui ont fui la sécheresse. Pour Zoltan Kovac, c'est sur le terrain qu'il constate à quoi servent toutes ces heures de vol. Déjà, les médecins informent sur place les infirmiers qui prendront la relève après leur départ. Beaucoup d'entre eux ne rentreront plus jamais au Tchad, alors chaque famille tente de retrouver ici son coin, ses habitudes. Mais les pilotes n'ont pas le temps de s'attarder. À peine arrivés, ils doivent déjà repartir. Il y a l'aventure humaine surtout avec les gens que l'on rencontre, avec ceux que l'on croise et ceux que l'on oublie quelquefois. Et puis, bien évidemment, n'oublions pas, il y a sans doute la volonté de participer à un mouvement général et sans doute à travers le monde qui permet peut-être d'apporter une réponse, aussi petite soit-elle. Faire voler un avion pour aider des hommes. Aujourd'hui, l'aéronautique française trouve sa place dans le concert général de l'aide humanitaire. À 22h20 sur Antenne 2, ce soir, Les Sorciers de la Vie, une émission proposée par Pascal Brognaud. Une émission en 4 parties, dont la première intitulée Les Enfants de l'éprouvette, évoque les méthodes de procréation artificielle. Les Sorciers de la Vie ont nécessité plus de 6 mois d'enquête. Il ne s'agit pas d'exposés scientifiques, mais de témoignages. Claude Crespo. Ils sont au centre du débat de la fin de ce siècle, un débat scientifique, mais surtout moral. Ils deviennent ce soir une série sur Antenne 2. Acteur principal du premier volet, l'embryon. Pour vous, cet embryon, c'est quoi? C'est déjà une personne humaine? Non, on ne peut pas considérer ça comme un être humain. C'est là-dedans que ça c'est, on ne peut pas dire... C'est là-dedans qu'il est gardé? Bah oui, c'est pas un être humain qui est dedans. Pas possible. À l'œil nu, on ne le voit pas. On ne peut pas considérer ça comme un être humain, c'est pas possible. Alors c'est quoi? Bah, c'est un objet, c'est quelque chose de précieux, mais ça s'arrête là. Là, il est à location, c'est comme on louait à la banque un coffre, puis on mettait quelque chose dedans. Bah, ici, c'est pareil, sauf il est au froid. À la fois, c'est un inventaire, parce qu'on y parle effectivement de tout ce que la science propose aujourd'hui aux gens pour dépasser les problèmes de stérilité masculine ou féminine. Mais en même temps, c'est une réflexion sur la façon dont les gens vivent ces propositions de la science, comment ils vivent ces drames, et en fait, le désir qui habite chacun de se survivre et de faire un enfant. Ça analyse en fait gravement le désir d'enfant. Il est certain qu'à partir de ces nouvelles connaissances, on peut intervenir sur l'avenir de la race humaine. Et c'est évidemment ce problème qui est abordé dans la 4e émission. Les problèmes d'éthique et de morale sont au premier plan de ces nouvelles découvertes, et il va falloir les maîtriser, il va falloir les affronter et les maîtriser. Une série qui n'entend pas donner des réponses, mais proposer des thèmes de réflexion. Et si vous voulez retrouver ou mieux suivre Les Sorciers de la Vie, je vous propose ce livre aux éditions Gallimard, Les Sorciers de la Vie de Marie-Ange Dadler et Marcel Telade, ceux qui viennent de réaliser ces 4 émissions pour Antenne 2. C'est aux éditions Gallimard, Les Sorciers de la Vie, Antenne 2. La météo avec un titre, José Blanc-Lapierre, ceinture. C'est-à-dire c'est d'actualité. On boucle sa ceinture et puis quoi? Ça veut dire que demain, eh bien, il y aura une panne de soleil, au moins sur la moitié nord du pays. Tout ça en raison d'une nouvelle arrivée de nuages que nous allons voir sur notre photosatellite. Une photosatellite prise il y a quelques heures sur laquelle il y a 2 choses à voir. Ici, une première perturbation donc située sur les îles britanniques qui sera demain sur le nord du pays. Enfin, ici, au large
au large de la Méditerranée, eh bien une zone très perturbée qui affectera encore la Corse demain. Résultat, sur la carte du temps prévue pour demain, eh bien, une couverture nuageuse épaisse sur une bonne moitié nord du pays. Attention brouillard le matin, surtout sur l'est du pays, car ils pourront être givrants. Après le passage de cette perturbation, il y aura des éclaircies sur la Bretagne et sur les côtes de la Manche. Partout ailleurs, un ciel dégagé, donc du beau temps, un peu de mistral encore qui soufflera, et sinon, eh bien, la Corse où il pleuvra encore demain. Côté température, elles sont plutôt en baisse sur la moitié nord, c'est-à-dire qu'elles s'échelonneront de 6 à 12 degrés, 12 degrés à Brest, 9 degrés à Paris. Sur la moitié sud, le maximum sera 18 degrés à Nice, 18 degrés à Perpignan. Demain, nous serons le mardi 4 novembre, 2 minutes de soleil en moins, un soleil qui se lèvera à 7h43, qui se couchera à 17h25, et ce sera la Saint-Baudelaire, enfin je voulais dire... La Saint-Charles. Merci. À 23h20, vous aurez le plaisir de retrouver Hervé Claude pour le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. Et puis, je veux vous annoncer dès maintenant pour demain, au journal de 13h, Patricia Charnolet et William Lémergie recevront Bob Geldof, l'organisateur de Banded et de nombreux concerts pour l'Afrique et pour l'Éthiopie. Bob Geldof à 13h demain. À demain 20h. Bonsoir. Merci. Du lundi au dimanche à 2